Je m'appelle Meryl Koch, donc je suis directeur de projet chez Copperbee. J'interviens, donc on est intégrateur de la solution Sailor. J'interviens depuis une bonne dizaine d'années dans le e-commerce, principalement sur des grands comptes. Et on a découvert donc récemment cette solution, qui est une solution qui est avec une vision un petit peu différente des solutions du marché. Et du coup, on a décidé de pouvoir l'intégrer. Donc Sailor, j'ai noté donc c'est la solution de demain, puisque en termes de communauté GitHub, Star GitHub pour l'instant, sur les 6 derniers mois, ça a été la plus grosse croissance de communauté GitHub depuis les derniers mois. Et du coup, ce qui fait réellement une solution qui va atteindre très rapidement, là, pour vous donner une ordre d'idée, en termes de sur le GitHub Sailor, on en est à peu près à 10 000 followers, entre guillemets, qui sont quasiment l'équivalent de Magento pour l'instant. Donc on a une croissance plutôt forte. Et je vais vous expliquer cette solution. Donc pour le sommaire, je vais vous expliquer, donc, comme je le dis, Sailor. On va parcourir un petit peu le fonctionnel standard, ce que propose en standard Sailor. On va voir pourquoi on utiliserait Sailor et pour quelle cible de e-commerçants potentiels. Et on aura une phase en dernière partie de questions-réponses. Donc Sailor, qu'est-ce que Sailor? Donc, on le sait tous, donc les besoins du e-commerçant ont changé. On a un réel besoin d'aller vite, de s'adapter vite, de modifier vite son architecture, son besoin. Les évolutions, on est en continuelle évolution. Le positionnement, avec l'arrivée de l'omnicanal, le positionnement du e-commerce et du e-commerçant a changé aussi, puisque ce n'est plus un simple canal de commerce, c'est devenu aussi une image de l'entreprise, une fourniture d'informations de l'entreprise pour le client, mais aussi l'inverse, puisque avec l'arrivée de l'omnicanal, c'est aussi un canal de récupération d'informations clients pour pouvoir justement repositionner ce client au centre de l'évolution et ainsi améliorer son expérience client. Donc Sailor, c'est un outil e-commerce qui est basé sur une stack assez différente des stacks classiques qu'on peut rencontrer sur le marché, puisque elle est basée sur une base Python, Django, React. Donc finalement une stack technique plutôt efficace, complètement pensée en headless. Donc sur la partie architecture, à la limite, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour question base de données, donc, elle est en Postgre, ce qui permet Postgre a le net avantage de pouvoir gérer des gros flux et des architectures assez. Elle va gérer beaucoup mieux les architectures un peu plus complexes, puisqu'il est notamment justement fortement utilisé aussi sur du big data, du machine learning et de l'IA. Voilà, et donc ces créateurs, finalement, ils l'ont pensé, comme je l'écris, ils ont pensé Sailor de manière assez différente. Ils ont dit que c'est un outil justement développé par des développeurs pour des développeurs. C'est-à-dire que du coup, il va être pensé pour être modifié. Ce ne sera pas ce qu'on appelle, on ne va pas tordre l'outil pour pouvoir l'intégrer quelque part. L'outil s'intégrera assez facilement et on saura, un peu comme on reprenait l'exemple tout à l'heure, un peu comme des Lego, on saura enlever une brique pour l'intégrer à un moment donné, on saura remplacer une brique si fonctionnellement on ne répond pas aux besoins, etc., etc. Donc l'origine du projet, on va passer assez rapidement dessus. C'est né en 2010. À la base, c'était simplement une librairie Python, en fait, qui s'appelait Satchless, et qui permettait donc de délivrer un certain nombre de fonctionnalités comme le panier de commandes ou l'intégration de produits, etc.
En 2012, on a vu apparaître un front justement à cette librairie, donc un front en Django. En 2017, ils ont décidé du coup de rassembler les deux solutions finalement et de l'appeler sur un nom unique Sailor, donc la Sailor version 1. Donc Sailor est née finalement en 2017, mais c'est surtout en 2018 qu'on a commencé à entendre parler d'elle sur la version 2, puisqu'elle est passée entièrement en PWA sur la partie front et entièrement en headless, donc GraphQL sur toute l'architecture. Et donc il y a la V3 là, qui devrait sortir d'ici fin du mois, qui rajoute un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Donc les avantages de Sailor. Donc c'est une solution open source, donc avec la licence la plus libertaire open source, hein, puisque c'est une Common Creative 4. C'est la version la plus libertaire, c'est-à-dire qu'on peut on peut même pratiquement tout faire avec. Il n'y a quasiment pas de limite, pas de restriction. C'est une architecture, donc, comme j'ai déjà dit, complètement headless, basée sur plusieurs. Donc, on va avoir une partie core qui va être complètement séparée de la partie front et de la partie back-office, ce qui permet donc une certaine scalabilité. Une stack technique, donc, comme je l'ai déjà dit, performante, donc une architecture construite pour être modifiée, construite pour être changée, du Python, du React, donc le PWA, donc avec on va dire un template proposé de base qui est déjà très épuré, complètement en mobile first et utilisant du coup les codes du PWA. Et l'avantage, donc, c'est le PostgreSQL aussi, qui comme je l'ai déjà évoqué, aura en termes de performance une capacité à emmagasiner des volumes de données importants et surtout sur des schémas très complexes. Donc pour revenir aussi sur la stack technique, faut savoir que Python, même si c'est assez... il n'y a pas beaucoup de solutions qui proposent du e-commerce en Python, c'est quand même le langage donc, le plus utilisé au monde. Et avec une communauté, la plus grande communauté au monde, et surtout une communauté très réactive et plutôt bien cotée, puisqu'en termes de vulnérabilité, par exemple pour la sécurité déclarée, on est sur des volumes de vulnérabilité qui sont bien moins inférieurs que des langages comme PHP ou Java. Également, oui, ce qu'on peut ajouter en termes d'avantages sur l'architecture, c'est qu'ils ont aussi pensé un système de plugin et ce qu'on appelle de webhook, qui permet en fait d'interfacer des fonctionnalités supplémentaires sans pour autant aller modifier le corps de l'outil, ce qui a un avantage certain, puisque derrière on ne va pas aller entre guillemets bricoler la machine et bricoler sous le capot et ainsi générer éventuellement des régressions ou même des failles de sécurité. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, ça c'est bon. Donc voilà un petit peu le front qui propose de base sur Sailor. Donc bien sûr, vous voyez, donc c'est une home page très épurée, donc déjà très designée par rapport aux outils du moment. Et moi, je le compare souvent au code qu'on peut avoir sur des sites marchands qui ont plutôt bonne réputation en termes d'UX comme Azos. On reconnaît un peu le style, donc ce qui permet en termes d'intégration de pouvoir l'hériter facilement et de ne pas avoir forcément à réinventer la roue systématiquement. Ce qu'il faut savoir aussi, du coup, en termes de test, c'est que justement sur cette partie très pure, si on effectue un test Google ou un GTmetrix dessus, on se rend compte que sur la version de base, on est autour de moins de 2 secondes au chargement, avec un taux de requête qui est impressionnant, puisque justement cette manière d'avoir épuré les choses font que, et même sur les multi-devices, on a un taux de résultat et un taux de chargement qui est impressionnant.
Donc pareil, donc la fiche produit, hein. Vous pouvez voir, donc c'est pareil, c'est très épuré, ce qui permet justement de pouvoir le moduler à sa manière. Ça a vraiment été pensé pour être modulé, pour pouvoir être adapté à son besoin. Le back-office, donc sur une partie, donc, notamment dashboard sur la première page, qui peut être modifié très facilement avec un outil qui s'appelle CubeJS, et ensuite un certain nombre de fonctionnalités. Donc là, on est plutôt sur un back-office classique des produits du marché. L'architecture. Donc, comme je vous l'ai dit, l'architecture, elle est nativement pensée pour être modifiée. Donc, voilà comment elle a été identifiée. Donc, il y a toute une partie, toute la partie storefront, en fait, qui est dockerisée avec un SDK et le template du store magasin, du store e-commerce. La partie dashboard, qui est elle aussi séparée, et le corps de l'outil. Tous en fait communiquent via GraphQL. Donc comme je l'expliquais, du coup, ce qui donne à beaucoup de modularité en termes d'architecture, ce qui permet donc du coup d'adapter notamment son hébergement. Si on a besoin d'optimiser son hébergement, de réduire les coûts, on ne va pas systématiquement dockeriser l'intégralité de la plateforme, mais dockeriser des briques, dockeriser et peut-être éventuellement détecter les briques dont il y a une souffrance ou dont il y a un réel besoin de trafic et de pouvoir la dockeriser et l'améliorer. On aura aussi du coup l'avantage, et là d'un point de vue plutôt fonctionnel, de se dire notre site e-commerce, et ça reste sur la philosophie des créateurs de cet outil, c'est de se dire que l'outil e-commerce est là pour vendre et que si on vient rentrer dans une architecture, si on a besoin d'un fonctionnel très particulier, on va se retrouver à ce qu'il y a d'autres outils qui finalement le font beaucoup mieux. On va prendre un exemple tout bête. Sailor propose une partie CMS dans son outil. Par contre, à un moment donné, il ne rivalise pas avec les meilleurs CMS du marché, c'est-à-dire les purs CMS qui ne font que ça, donc pas forcément faire du e-commerce, mais uniquement de la mise en page et de l'adaptation de front. On pourra facilement du coup venir le plugger dessus et ainsi avoir une vraie brique CMS qui permettra du coup de s'adapter à l'outil et ainsi employer l'outil, on va dire, là où il est le meilleur, c'est-à-dire faire du e-commerce et vendre. Donc pareillement, si on l'intègre dans une architecture où on a déjà des briques de fait, on saura du coup, je pense par exemple sur la brique produit, donc il y a un certain nombre de fonctionnalités qu'on verra un petit peu plus tard. Mais on se rend compte que si on a un PIM du coup pour gérer tout l'enrichissement produit, pour gérer toute l'organisation produit, on saura le coupler facilement. Et c'est le PIM du coup qui prendra la main sur l'architecture. Ce sera pas forcément l'outil Sailor qui aura vocation à avoir vocation de PIM. Il peut le faire, mais il le fera dans une moindre mesure, puisque ce n'est pas son rôle. Donc voilà, donc là du coup c'est une slide qui explique un petit peu ce que je viens de dire, hein, puisque on navigue dans pas mal de termes, donc le PIM, le DAM, le SSO, enfin dans l'architecture, il y a des briques un peu dans tous les sens. On sait que Sailor, de par son architecture, saura facilement s'interfacer là-dedans. Et on pourra interfacer le CRM, le RP, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, gérer toute la partie marketing, intégrer un CMS si on a besoin de CMS, etc. etc. On le voit de plus en plus dans les architectures omnicanales qu'on développe, de devoir imbriquer justement des outils, puisqu'il y en a de plus en plus. Et vraiment, le fait que cet outil ait été pensé de cette manière-là fait que ça lui donne une réelle force, et vraiment on va dire une puissance sans limite par rapport à la progression d'une entreprise. Oui. On ne sera pas obligé d'intégrer Sailor et de se dire dans 2 ans, si on fait x2 en chiffre d'affaires, on sera obligé de changer puisqu'elle ne va pas tenir la route. Là, elle a vraiment cette scalabilité qui va permettre de pouvoir grandir avec la société. Donc le fonctionnel.
Donc on va partir. Qu'est-ce qu'elle propose de base? Donc c'est pareil, hein, du coup, sur la philosophie. Le but, c'est de proposer un outil de base. Et puis après, si besoin, on vient l'adapter soit par du fonctionnel, soit on vient par des hooks ou par des plugins ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Mais de base, donc, on a une administration produit donc, qui peut se faire donc, par catégorie. Elle peut par collection et par typologie de produits. Donc, typologie de produits, on entend par là, par exemple, des bundles de produits, des produits configurables, des produits simples, etc. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais par exemple, donc le produit configurable, c'est un type de produit, par exemple, comme les outils, par exemple les vêtements, pour lequel on aura des couleurs et des tailles, qui fera que c'est le même produit qui génère plusieurs produits. À partir de là, on pourra gérer donc, des stocks différents, des prix différents, etc., etc. Donc justement, la gestion des stocks. Donc la gestion de stock est intégrable donc, par produit, mais aussi par warehouse, côté Sailor, et aussi par canal de distribution. Si on a des magasins physiques, par exemple, Sailor sera en capacité de base de gérer les stocks par warehouse, qui permettra du coup d'avoir, en termes par exemple d'expédition ou de choses comme ça, de savoir exactement depuis quand on expédie, ou voire même de cumuler les expéditions depuis un warehouse ou un autre pour par exemple faire du multi-shipping. La gestion des promotions et coupons, donc capacité par exemple de gérer des promos, donc soit par des prix directs, soit par des réductions, de segmenter par rapport à un client ou de segmenter par rapport à une collection. On pourra donc définir une date par exemple pour des soldes, hein, typiquement. Des coupons qui peuvent être gérés en automatique, des coupons de base qui peuvent être aussi publiés par exemple sur la home, comme on le voit de temps en temps, pour éventuellement faire des réductions pareillement sous forme de pourcentage ou tout simplement sur des réductions fixes, des réductions fixes. Et également sur des dates de début, dates de fin. Donc par exemple, on prend par exemple le coupon, on peut très bien générer par le biais du coupon en natif une vente privée en générant des coupons qu'on envoie aux clients avec un coupon unique qu'ils pourront utiliser pour une vente privée par exemple. On peut faire des exit pop-up avec les coupons. Alors ça se gérera plutôt en intégration. Là, du coup, je parle plutôt des fonctionnalités back-office. Mais effectivement, ça peut se gérer en intégration. C'est sans problème là-dessus. Donc le traitement des commandes depuis le back-office, ce qui signifie les traitements du workflow, hein, c'est-à-dire depuis le back-office pouvoir lancer une expédition, pouvoir lancer un remboursement par exemple, une annulation de commande, etc. Si on a par exemple un centre de contact qui gère le produit depuis le back-office, on pourra le gérer de manière assez native. Une prise en charge SEO, donc, qui permet donc, de gérer notamment les métadatas pour les produits ou pour des attributs. Voilà. Le multilangue, le multidevise et la génération des factures depuis l'outil directement. Donc voilà les principales fonctionnalités. Après, il y en a certainement d'autres, mais c'est des fonctionnalités, on va dire, peut-être un peu moins précises ou plutôt spécifiques. J'ai pas parlé, je pense que j'ai sauté une ligne, j'ai pas parlé du paramétrage du tunnel, qui signifie en fait le paramétrage, grosso modo, des expéditions et des modes de paiement. Hein. Donc, les expéditions, donc, ils vont pouvoir se gérer par transporteur, mais aussi par zone géographique et par volume et poids du produit. Donc on pourra définir des prix et des dates d'expédition. Voilà, on pourra définir des modes d'expédition en fonction de tous ces critères qui peuvent s'imbriquer entre eux. Donc voilà, donc par exemple, donc là, on voit la génération des factures et la modification des métadatas, par exemple, depuis le back-office. Donc on voit aussi que c'est une gestion plutôt simple et très intuitive.
Idem pour la gestion des bundles produits et du multicanal. Donc on voit notamment ici donc la gestion des prix par canaux, pardon. Les expéditions, mais aussi on voit là un peu plus bas le nom des warehouses et les stocks qui y sont bien. Et le bundle produit. Donc le bundle produit, c'est si on prend l'exemple par exemple d'un commerçant qui vend des salons, un bundle produit, ce sera un produit qui sera composé de produits. Ça voudra dire qu'on aura donc on a en vente en ligne un produit canapé 3 places et on vend aussi dans notre gamme un canapé 1 place qui est sur la même gamme que ce produit. On sera en capacité de créer un bundle produit qui s'appellera par exemple salon et qui sera constitué du canapé 3 places et par exemple de 2 canapés 1 place. Alors pourquoi Sailor ? Donc j'ai pris cette expression, ne faites plus rentrer des ronds dans des carrés. Donc Sailor, du coup, c'est une solution qui va être pensée justement pour s'adapter réellement à son métier. C'est-à-dire que les outils du marché actuel ont finalement atteint une limite d'un point de vue fonctionnel qui est superbe. Hein. On a des super outils du marché. Par contre, on les subit. On commence vraiment à les subir. Et surtout, c'est notre métier qui le subit. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un outil super développé avec une super architecture qui fait CMS, et qui intègre les produits, etc., c'est notre structure de travail qui va devoir s'adapter à l'outil, puisque l'outil de base va proposer des fonctionnalités qui répondent parfois, mais qui ne répondent pas forcément entièrement à chaque fois. Là, la vraie force de cet outil-là, c'est qu'on va pouvoir vraiment aller chercher le meilleur de chaque outil et ainsi obtenir, on va dire, un outil qui sera vraiment à l'image de l'entreprise et à l'image de la croissance de l'entreprise. Donc c'est un outil complètement open source, du coup, donc on va en garder la complète maîtrise. On ne va pas être tenu par l'éditeur ou tenu contractuellement par l'éditeur si on a besoin de faire ça, on ne peut pas puisqu'il faut attendre qu'il y a telle release ou on est tenu d'un point de vue contractuel et en termes de facturation, tout ce qui est évolution, développement, ce n'est pas compris dans l'outil puisque l'outil est riche, mais tout ce qui est modification du corps est piloté par l'éditeur, n'est pas piloté du coup par le e-commerçant. Donc ça, c'est une vraie force. L'utilisation justement des webhooks plugins pour ne pas toucher justement au corps, donc ce qui va donner une vraie qualité au code et ce qui va vraiment baisser le nombre de régressions ou de bugs. Donc Python, comme je disais tout à l'heure, Python c'est un langage simple, très populaire et très apprécié des développeurs. Donc, qui génère aussi, ça peut être anodin, hein, mais qui génère moins de code que d'autres langages du marché. Donc en termes de développement, ça permet de réduire le nombre de lignes de code à écrire et ce qui peut aussi impacter sur le coût global d'intégration. On peut du coup utiliser donc, sa grande communauté et l'intégralité des librairies disponibles sur Python. Il y en a plus de 110 000 disponibles à ce jour, des solutions des librairies open source par exemple, donc pour les modes de paiement ou pour des expéditions. Donc c'est des librairies qui sont déjà ouvertes, qu'il faut juste aller utiliser et intégrer. La force aussi de la stack technique et de Python, hein, puisque c'est vraiment l'outil qui va être utilisé aussi pour des activités de demain, hein, puisque dans le e-commerce actuel, on utilise de plus en plus l'IA, le machine learning et le big data. Et il faut savoir que justement, sur toutes ces activités-là, le Python est très très utilisé, notamment en IA et en machine learning, puisqu'il se marie bien justement avec ce type d'activité, donc ce qui peut être très intéressant quand on aura justement à discuter avec des solutions plutôt sur ces choses-là. On sait que ça va s'interfacer de manière assez native et assez naturelle, puisque de par sa stack technique, Sailor aura déjà cette fibre.
Donc le PostgreSQL, donc comme je le disais, oh, désolé, qui est une base de données donc qui est plutôt faite pour gérer la complexité. Donc elle est plutôt à l'aise pour gérer les gros volumes d'informations, puisqu'on l'utilise aussi pas mal dans le big data. Elle est capable, de par son schéma, d'absorber des gros volumes, et aussi elle se fait très très bien elle va très bien s'adapter au schéma de base de données, au schéma de produits notamment, ce qui est très important pour le e-commerce, avec les imports produits, puisque avec un schéma clé-valeur, elle est en capacité à intégrer ce qu'on appelle dans le jargon le pattern EAV, qui permet justement de générer des attributs à la volée, comme on le voit sur beaucoup de plateformes. Donc, comme c'est nativement intégré dans la base de données, on va avoir des performances qui seront beaucoup plus fortes, et du coup, on pourra encaisser des plus gros volumes. Donc, et donc voilà, donc du coup, pour finir, Sailor va être un outil du coup qu'il va falloir voir sur l'avenir, puisqu'elle se positionne, d'un point de vue référentiel, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue technologie, elle est grosso modo au top. Elle a un modèle économique qui est plutôt intéressant, puisque c'est complètement de l'open source. Donc on n'a pas forcément à utiliser, je pense notamment à des marketplaces, où à certains moments on n'est pas forcément pilote du code, et on vient intégrer des modules qu'on a achetés en plus sur une marketplace, donc qui ne sont pas forcément gratuits, mais qu'on n'a pas forcément intégré le code, et on voit que si on creuse, c'est souvent ça peut être vecteur de régression sur le site, et également ça peut être vecteur, des fois pire, de failles de sécurité. Voilà, sur cette partie-là. Voilà, donc on a terminé sur la partie présentation. Donc j'aimerais, du coup, on va peut-être partir sur... Alors je ne sais pas si j'ai respecté le timing, si j'étais bon, oui. Donc on va pouvoir passer sur la partie questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Je me posais la question de est-ce que Sailor peut être pertinent sur un site WordPress. Actuellement, j'ai un site e-commerce qui utilise WooCommerce, parce que WooCommerce, c'est la partie e-commerce de WordPress. Est-ce que, voilà, mettons, je me laisse convaincre là par tous ces arguments, est-ce que ça peut se passer facilement de passer à cette solution? Alors, oui, du coup, comme je l'expliquais... Ah oui, donc je vais reposer la question. Donc, je vais reposer la question du coup dans le micro pour que les gens entendent. La question qui a été posée est est-ce que Sailor peut venir s'interfacer sur un site qui est déjà existant, qui utilise donc WooCommerce et WordPress du coup pour la partie front. On est bien d'accord là-dessus. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux briques et à la brique CMS. Si on se dit qu'à un moment donné, en termes de volume produit, en termes de volume trafic, la solution WooCommerce ne répond plus, ou même d'un point de vue fonctionnel, puisqu'on a besoin d'intégrer d'autres briques plus grosses, on peut très bien du coup utiliser WordPress comme CMS et venir l'interfacer à Sailor, qui lui en fait reprendra toute la partie e-commerce en fait, et gérera que la partie e-commerce, et laissant la partie CMS à WordPress là pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est que j'ai été clair alors. Oui, non, pas de souci. Vous avez dit qu'il y a un modèle économique intéressant, mais vous ne l'avez pas vraiment donné. C'est l'open source, mais finalement, comment c'est financé tout ça? Voilà, donc en fait, c'est financé. En fait, la société qui l'a créé, elle se rémunère en fait uniquement par l'intégration. C'est un intégrateur qui était historiquement intégrateur d'autres solutions, qui en a eu marre en fait des autres solutions,
pour les raisons que j'ai données, en fait, pour certains moments, elle était plutôt en souffrance dans l'intégration. Donc ils se sont décidés en parallèle en fait, de créer une solution open source qu'ils ont ouvert à la communauté. Et en fait, la communauté qui est pratiquement de 10 000 personnes maintenant, on va dire que maintenant, elle vit quasiment tout seule, mais les créateurs, donc c'était une société qui s'appelle MyRumi, qui a créé donc Sailor, se base maintenant Sailor pour son intégration, donc pour ses clients, pour intégrer chez ses clients. Il n'a aucune vocation à vendre le produit ou avoir un modèle économique à baser par exemple sur des marketplaces ou quoi que ce soit. Donc c'est intéressant parce que du coup, on est sur une licence du coup qui est très très libre et ce qui permet nous même à un moment donné, si la société si l'outil prend un virage qui n'est pas forcément le virage de la société, on sera, ce qu'on dit dans le jargon, on pourra très très bien forquer l'outil et se l'approprier et voire même aller plus loin, hein, peut-être même commercialiser quelque chose dessus. Ça, il y a aucune restriction là-dessus. D'autres questions? Oui. Une fois qu'on l'a installé, est-ce que cet outil, Sailor, il est plus complexe à utiliser, tous les jours que les autres Alors de base, il est très très simple, justement, et il est, comme je le disais, il peut très bien s'installer en une demi-journée ou une journée très facilement. Ça, il n'y a pas de souci où le déployer. Par contre, il n'aura pas spécialement, je pense, il va très bien fonctionner à un type de clientèle, mais dès qu'il y aura du spécifique, il ne va pas proposer un pléthore de solutions pour lequel on va en utiliser que la moitié, parce qu'en fait, nous, notre site, il est plutôt à destination de faire tel type d'activité ou tel autre type d'activité. Pour le reste, du coup, il faudra utiliser son système de webhook et de plugin, en fait, qu'il faudra interfacer en fonction des solutions dont on a besoin. Mais sinon, sur le moteur de base, en fait, il est très très simple à utiliser, très très simple à employer. Comme je l'ai montré sur certaines... Ah, malheureusement, c'est parti. Comme je l'ai montré sur certaines slides, on voit que l'interface est bien faite, elle est très simple. Et c'est très simple à utiliser. Peu importe, comme vous voulez. c'est pas un jeu économique, pourquoi vous faites ça alors Nous, C'est ça que vous promotionnez, que c'est pas un jeu économique. et nous, on est intégrateur aussi. Donc, en fait, on est un peu comme les fondateurs. C'est-à-dire que nous, en fait, on propose le client et nous, notre enjeu économique, c'est l'intégrer la solution, quelque part. Donc, nous, on n'a pas vocation à se rémunérer sur des licences ou quoi que ce soit. Nous, on se rémunère uniquement sur l'intégration, sur la fourniture clé en main, entre guillemets, de l'outil. Oui. Tout à l'heure, j'ai assisté à la battle là, où il y avait deux solutions Oui. e-commerce qui étaient partagées. Il a été évoqué des choses très simples en termes d'intégration pour avoir une API qui communique avec la Poste, une autre avec Oui. ma banque, une autre avec des choses très simples et dont on peut avoir besoin demain en fait. Est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que c'est différent sur Sailor? Parce qu'on parle de 110 000 librairies disponibles, mais est-ce que le fait d'en avoir autant, est-ce que ça, il y a une autre complexité qui peut Oui, alors les librairies, c'est pas des, c'est pas des. Oui, j'ai peut-être répété, effectivement, j'ai peut-être répété la question pour que les gens entendent. Donc, la question, c'est de savoir justement comment on peut intégrer un certain nombre de plugins finalement de communication, comme par exemple, donc, vous avez cité les plugins de la Poste, hein, c'est ça voilà, la Poste ou un plugin de paiement, voilà, etc. Donc, quand je parlais du coup des librairies, c'est bien des librairies Python. Donc, c'est-à-dire que c'est des librairies qui mettent un certain nombre de fonctionnalités. Donc, on a besoin quand même d'un développeur sur les librairies. Par contre, sur la partie plugin, qui s'intègre bien, donc là, on va juste identifier... je vais essayer de vulgariser la chose, mais on va identifier une sorte de... ce qu'on appelle un token et l'adresse de l'API. Et on va... Donc, si côté La Poste, par exemple, ils ont ouvert cette fonctionnalité en API, on aura juste en fait, à l'identifier en API, faire la communication, et la communication se fera. Il n'y aura pas d'installation à faire particulière, c'est du paramétrage pur. Alors, il faut prendre avec des pincettes, puisque en fonction de ce que propose le plugin en face, en fonction de la manière dont il est développé, il se peut qu'on ait besoin d'un développeur.
Donc c'est pas forcément bâti de la même manière que l'exemple de PrestaShop qu'il y avait, où en fait c'est des développeurs qui ont développé des modules qui permettent clé en main de le développer. Là en fait c'est une interface qui permet de créer un lien direct en fait avec eux. Donc il n'y a pas vocation à faire du plug and play sur de l'installation. C'est plutôt soit du paramétrage, ou si justement ça ne répond pas, ça va être de l'intégration. Donc là, effectivement, il faudra la partie développement, faudra la prendre en compte. Même si elle va être quand même relativement simple, de par justement cette architecture headless qui est proposée. Oui. Alors, je répète du coup la question. Donc, toujours pour l'enjeu économique, quel est le coût d'une prestation d'intégration? Donc, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est une question qui avait été aussi posée à la Battle, un site e-commerce, ça peut, on va dire qu'on peut commencer à 2 000 € et ça peut aller jusqu'à 2 500 000 € pour un site chez un grand compte. Donc, on a quand même une variété de prix qui est plutôt impressionnante. Ça va vraiment se baser par rapport à l'intégration donc, de l'architecture existante. C'est ce qu'il va falloir se plugger à l'architecture. Le site qui va coûter le moins cher, entre guillemets, c'est le site où on part, entre guillemets, de zéro. Et pour lequel on n'a pas des besoins en termes d'intégration front et de fonctionnalités très particulières. Dans ces cas-là, on va juste déployer un Sailor et tout ira bien. Par contre, si on rentre sur le déploiement d'un Sailor dont on a déjà une architecture qui est déjà SI, qui est déjà assez complète, avec, je dis peut-être n'importe quoi, mais par exemple 300 magasins physiques qu'il va falloir relayer, je sais pas, peut-être un catalogue et une connexion marketing pour la récupération de données. Ce ne sera pas forcément le même chiffrage. Enfin, du coup, nous, les chiffrages, en tout cas, et c'est un peu ce qui se fait généralement sur les intégrateurs, c'est un chiffrage au cahier des charges, quelque part. Il n'y a pas de forfait où on nous dit on vous l'intègre pour X. En tout cas, les personnes qui le proposent de cette manière-là, il y a souvent beaucoup d'astérix, puisqu'en fait, on peut pas connaître le besoin exact du client. Donc, c'est souvent du clé en main proposé au cas par cas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je dirais qu'avec votre expérience, il doit y avoir une cinquantaine de cas par cas. Il ne doit pas y avoir plus. Vous connaissez tout ça par cœur, non? Non, il n'y a pas. Non, pour moi, il y en a. Chaque e-commerçant est différent. Ah, ouais. Il y a vraiment. Alors effectivement, il peut y avoir quand même des similitudes par rapport au métier qu'il utilise, des similitudes par rapport aux prestataires, par exemple sur les expéditions qu'ils utilisent. Effectivement, il y a des similitudes, mais chacun a sa politique et on voit même aller plus loin, hein, même sur deux concurrents directs qui ont le même volume. L'architecture derrière SI n'est peut-être pas la même, le mode de fonctionnement des humains n'est peut-être pas le même, et on va se retrouver du coup à avoir un site e-commerce qui va peut-être être différent. Et donc du coup, un coût qui sera différent puisqu'il sera vraiment lié au cahier des charges du client. Ah, d'accord. Est-ce que Sailor est plus représenté dans un secteur d'activité particulier ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Sailor est tout jeune, hein, comme je l'ai présenté. Donc, du coup, en France, il n'y a pas énormément de références. Il y en a beaucoup, plutôt aux États-Unis, il y en a quand même pas mal, en Angleterre. Et on va dire que c'est un outil qui va pouvoir bien se marier avec toutes les formes d'activité, même si effectivement les références qu'on connaît à l'heure actuelle sont beaucoup sur du retail, mais du retail de vêtements. Donc je pense que c'est peut-être lié aussi de par son template plutôt attrayant et le côté visuel qui est plutôt assez branché entre guillemets. Mais nous, en tout cas, demain, on le propose à tout type de clients et on saura l'interfacer de manière très très facile à n'importe quel secteur d'activité. Oui. Il y a la particularité des plateformes énormes. Moi, j'ai une toute petite TPE de 2 gîtes en Aveyron. Ça, c'est leur sujet.
J'ai pas bien compris du coup la question. Du coup, qu'est-ce qui est hors sujet du coup? Vous auriez des solutions pertinentes pour les très petites entreprises qui vendent des séjours finalement, qui vendent des semaines ou des services. Alors, il n'y a pas de livraison et à côté nous avons les géants de Expedia. Alors oui, alors je pense que c'est pareil, hein, on va répondre sur du cas par cas aussi. Euh, Sailor va être un outil en fonction de ce que vous allez avoir besoin en termes de spécifiques. On aura un outil à vous proposer, on pourra le déployer finalement pour pas très cher. On aura surtout, il y aura aussi la chance de pouvoir évoluer. Donc si le secteur du tourisme a un spécifique un peu particulier, ben, on saura l'adapter assez facilement. Par contre, si on a un besoin sur du déploiement rapide, plug and play, à bas coût et être relativement autonome, je pense sur des toutes petites entreprises, je ne pense pas que ce soit la solution adéquate. Il y a des solutions qui sont faites pour ça justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je ne sais pas si dans le timing on est bon, oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis et voilà, bah, je vous remercie pour votre attention, merci pour les questions et puis au revoir. Merci.